Si vous venez au Châtelier, surtout traversez le pays du Coglais. C'est une zone géographique très particulière, boisée, des collines, des pierres et du granit en sous-sol. Surtout, traversez ce pays très riche et étonnant. Bonjour Maurice. Bonjour Fred. J'ai la bonne impression que j'ai dû faire une belle rencontre parce que je sais que tu es originaire de cette région, donc que tu connais très bien, qui s'appelle le petit village du Châtelier. Et j'ai vu qu'il était en bonne place cité dans les guides touristiques. Et je suis interpellé par tous ces beaux cailloux recouverts de mousse. Il y a certainement des millénaires qui sont là. Alors j'imagine qu'ils ont une origine géologique intéressante. Oui, en effet. Nous sommes là dans le canton du Coglais, à 10 km de Fougères environ. Et le sous-sol ici est granitique. Donc il y a beaucoup d'effleurements comme ça de roches qu'on appelle les dormeuses. Et il y a aussi dans le sous-sol des blocs importants qui ont servi en fait à des artisans pour l'extraction du granit qui a contribué à la construction des maisons de la région. Et il y a aussi de belles légendes qui sont rattachées à ces pierres-là. Donc nous sommes, comme tu l'as dit, sur la commune du Châtelier et son histoire est très riche. On va avoir l'occasion d'en parler assez longuement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette petite commune qui est très réputée dans la région. Que tu as étudié de près l'historique de ton village et je voudrais en savoir plus. On pourrait peut-être s'installer ici là et puis faire une pause. Oui, c'est très bien, on va être très bien là. Voilà, nous sommes donc au Châtelier. C'est une commune qui a un peu moins de 500 habitants actuellement, mais il faut dire qu'en 1850, il y avait 1000 habitants. Et cette commune était réputée pour son seigle, son sarrasin et le chanvre. Et il y avait aussi du fort bon cidre. Et donc le Châtelier n'est pas une commune récente. Il y a actuellement 3 châteaux qui datent du XVIIIe siècle. On va en reparler. Et puis son histoire remonte très loin dans le Moyen-Âge, vers le XIIe siècle. On parlait de Castellanum. Il y a toujours dans ce bois, derrière, des fossés qui témoignent d'un château fort, mais en bois à l'époque. Enfin, c'est pas un château fort parce que c'était une fortification de l'époque. Et ensuite, cette commune a évolué. On va parler aussi de l'église qui... la première église date du XVIe et elle a été démolie. Et l'église actuelle est de 1850. Elle a été construite par l'abbé Olivier et par les gens du village. On va parler aussi de la Côte au Diable, de certains lieux sur la commune qui sont très, très populaires. Alors, je dois dire qu'ici on culmine à 180 mètres d'altitude. Il y a Montour qui est une commune voisine, qui est un tout petit peu en dessous de nous, donc il y a une petite bagarre entre les deux communes. Mais bon voilà, le Coglais est riche de patrimoine et le Châtelier est réputé pour sa verdure et son espace boisé, quoi. C'est une colline qui est vraiment, qui ressort parce qu'elle a des bois et des plantations très nombreuses. Alors, quand on regarde l'histoire, il y a eu d'abord les Anglais, qui se sont donc mesurés à Raoul II de Fougères, et il y a eu les Chouans
qui se sont mesurés aux républicains donc de l'époque. On sait que lorsqu'il y a eu en 1905 la réquisition des biens de l'Église, il y avait 600 paroissiens qui se sont rassemblés sur la place de l'Église pour s'opposer à tout À la saisie peut-être C'est ça, le répertoire des biens de l'Église et à leur saisie, effectivement. Le tocsin a sonné à cette époque-là et donc voilà, il y a eu un rassemblement. Les gens étaient très attachés à la religion et je reviens aux 3 châteaux. Il y a eu donc 3 familles nobles qui ont des racines très anciennes dans la commune. Je vais commencer par le château de la Foltière qui en fait est devenu le parc floral. Il appartenait à la famille de Carcaradec et ces gens-là étaient propriétaires de l'école. À noter que l'école, qui était une école privée, a été la première école mixte du diocèse. Au Châtelier, en 1700 et quelques, il y a un instituteur qui a été nommé par le diocèse et ça a été la première école mixte du diocèse. Ça a dû faire scandale, non? Non, c'était une innovation, c'était pas scandaleux, mais c'était une révolution, un peu dans le paysage, parce qu'effectivement, il y avait garçons et filles séparés, en général. Mais au Châtelier, donc ça a commencé vers la fin des années 1700. Le château de la Foltière, lorsque les nobles venaient à la messe, ils avaient une stalle dans l'église, donc ils étaient séparés du peuple, je dirais. Et jusque dans l'église. Jusque dans l'église. Et il fallait venir à jeun pour pouvoir communier. Donc on va voir que les 2 châteaux, celui de la Foltière et celui de la Vieux-Ville, avaient un pied-à-terre au bourg. Et là, les domestiques venaient préparer le petit déjeuner parce qu'en sortant de la messe, les nobles allaient donc déjeuner dans ce pied-à-terre-là. Et l'un des pieds-à-terre est devenu la mairie. On aura l'occasion d'y aller. Le deuxième château, c'est le château de la Vieux-Ville. Et le château de la Vieux-Ville, alors il y a eu un manoir dans les années 1600. Alors Maurice, on vient de traverser une belle frondaison de verdure et on y découvre derrière cette belle bâtisse, un beau château. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter sur ce château qui doit être très riche en péripéties? Oui, en effet, Fred, c'est une belle histoire, mais d'abord, ce n'est pas un château, c'est un manoir. Et ce manoir date du XVIIe siècle, sauf que les premières constructions remontent au XIVe. Mais tel qu'il est là, c'est un manoir du XVIIe. Et la particularité de ce manoir, c'est qu'il a abrité un culte protestant, ce qui est rare dans la région. Donc de 1603 à 1690, il y a eu des pratiques protestantes dans ce manoir. Et sur Fougères, il y avait aussi donc un fief à Fougères. Et c'est suffisamment rare pour le signaler dans cette région qui était majoritairement catholique. Quid de l'avenir de ce château? Parce que je ne vois pas âmes qui vivent ici. Alors, c'est problématique parce que l'avenir de ce manoir repose sur les épaules des enfants Chauveau de Villoutray. La famille de Villoutray est propriétaire de ce manoir depuis des siècles et tout récemment, le château du 19e qui est dans un parc un petit peu plus loin a été vendu à un Canadien et il reste ce manoir à charge de la famille Chauveau de Villoutray, mais les parents se sont éloignés du Châtelier, les enfants ont un travail aussi à l'extérieur et je pense que c'est des 2 garçons dont dépend l'avenir de ce manoir. J'aimerais attirer votre attention sur la particularité de ce perron. Parce qu'en effet, les balustres qui sont là, vous voyez celles qui sont sur la partie verticale, sont vraiment taillées très droites,
alors que celles qui sont sur la partie qui grimpe, qui monte, sont taillées en fonction de la pente. Et ça, c'est un travail d'artisan. Ici, dans le Coglais, nous avions des picao, c'est-à-dire des tailleurs de pierre. Et ces tailleurs de pierre étaient des artistes pour effectuer un travail comme celui-là qui est remarquable, parce que de chaque côté, vous avez la symétrie. Une particularité de ce manoir, ce sont les deux architectures un peu différentes. Sur la façade, vous avez un grand appareillage, et sur la tour, un petit appareillage. Donc d'abord, autour de cette porte cochère, c'est du grand appareil, et toute la façade en est. La tour, pour des questions de commodité, et ça date à peu près de la même époque, on a fait les pierres plus petites pour avoir l'arrondi. Et ici, c'est un signe de richesse. Le grand appareil est un signe de richesse parce qu'il est beaucoup plus onéreux que le petit appareil. Le troisième château, c'est celui de Fretet. Et le château de Fretet est riche en histoire parce que c'est le dernier descendant de Duguesclin, qui était là. Il était sans enfant. Ils ont adopté un enfant, le marquis de Saint-Gilles. Mais en fait, lui a été élevé par des précepteurs allemands. Et le marquis de Saint-Gilles parlait allemand couramment, si bien qu'il a été attaché d'ambassade à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il a reçu un éclat d'obus. Et il a fini ses jours, il est enterré ici dans le cimetière. Il a un enfeu, comme les nobles, les trois nobles ont un enfeu dans le cimetière. Et le marquis de Saint-Gilles était quelqu'un de... Parce que les nobles étaient beaucoup plus connotés à droite au niveau politique, et lui était plus, je dirais, sur la gauche, quoi, hein. Donc il dépareillait dans le paysage politique de la région. Et je voudrais aussi signaler une chose qui a beaucoup ébranlé la population du Châtelier. En 1953, lors des élections municipales, il y a un fermier qui s'est présenté face à son propriétaire. Il faut dire que les châtelains avaient droit de regard sur l'école et sur les conseillers municipaux. C'est eux qui décidaient, ceux qui pouvaient se présenter. Et en 1953, il y a un fermier qui s'est présenté sans demander l'autorisation. Et là, ça a fait un pataquès. Monsieur de Carcaradec l'a appelé au tribunal, non pas parce qu'il se présentait parce que c'est la démocratie, mais parce qu'il payait son fermage en retard. Et donc, tout le monde le faisait. Il y avait 3 mois de retard, tout le monde faisait ça. Sauf que là, comme il avait eu une conduite qui ne plaisait pas, il a été appelé au tribunal. Et en fait, ça a duré 3 ans. Et le procès a fini au détriment de Jean Mauguedin, puisque c'est lui qui était le fermier. Il était obligé de migrer en Charente, parce qu'à l'époque, il y avait une migration, il n'y avait pas assez de fermes en Bretagne, et donc il migrait vers la Charente. Et cette histoire a beaucoup marqué l'histoire de ce pays-là, de cette commune-là. Bien, bonjour à vous. Merci d'être venu dans une petite commune quand même comme le Châtelier. Je suis Pierre Sourdin, donc à la retraite actuellement, mais ancien agriculteur, dont c'est mon fils qui a pris la succession. Donc maintenant, et puis je suis aussi, je fais partie de Couesnon Marche de Bretagne, donc comme titulaire aussi. Donc c'est la jonction qui a été faite entre l'Entrainais et le Coglais. Mais je suis Coglais quand même. Donc on travaille beaucoup sur des projets, c'est-à-dire actuellement, donc avec le problème qui existe aujourd'hui, bon, c'est difficile de se prononcer un petit peu dans l'avenir, mais on va y travailler puisque de la nouvelle mandature qui est en place, bon, on a mis des jeunes un petit peu dans le circuit. Et là, on va réfléchir. Il y a certainement des choses. On a des projets moins importants qu'on avait parce qu'on a eu quand même des projets importants au niveau du presbytère, au niveau de la salle Saint-Maurice.
Hein, donc moi c'était un projet, la salle, enfin le presbytère, c'était un projet à cœur pour moi parce que c'était toute une histoire, disons, de la commune. Et je voulais le rénover ou y faire quelque chose d'important, disons, là pour la commune. Donc on a réhabilité la salle Saint-Maurice. Salle Saint-Maurice, c'est une salle, donc une petite salle des fêtes, hein, avec une importance de 100 personnes, et qui a un lien, disons un petit peu, peut-être avec la chapelle Saint-Maurice, je veux dire de Villiers. Hein, donc un lieu-dit qui est en Rose-Campagne, disons sur la commune. Parce que c'est une petite commune rurale, donc au nord-est de l'Ille-et-Vilaine, donc à la frontière un petit peu de la Mayenne, à la frontière de la Normandie, de la Manche. Donc c'est une petite commune donc de 435 habitants, sur une surface agricole de 1300 hectares. Hein, donc je suis à mon 3e mandat, disons, de maire, qui débute là, actuellement. Donc auparavant, j'étais premier adjoint de ma commune. Mais je suis beaucoup sur le terrain, parce que j'adore faire la communication, faire le contact avec mes paroissiens, mes citoyens. Hein, donc j'aime. Et puis ma commune, je l'aime, j'y tiens, et j'y tiens très à cœur. Donc actuellement, nous sommes devant le presbytère. Donc ça, c'est toute une histoire aussi, parce que c'était l'abbé Léonard qui était à l'intérieur de ce patrimoine, qui accueillait des femmes qui étaient en difficulté. Et donc après, le père Léonard étant parti de la commune un petit peu, parce que vu l'âge, donc nous avons réfléchi à ce patrimoine-là pour tâcher de trouver quelque chose, vraiment quelque chose qui fait de l'accueil. Et dans ce but-là, on a travaillé et on a dit il faut absolument qu'on fasse un gîte pour accueillir les gens, pour accueillir le public qui viennent au Châtelier, parce qu'ils sont attirés par notre petite commune quand même. Et donc aujourd'hui, ce gîte, des salles associatives, et en complément, donc la salle Saint-Maurice, qui était une ancienne salle du patronage, qu'on a rénovée, qu'on a réhabilitée aussi. Et puis aujourd'hui, ça tourne actuellement formidablement pour nous, commune. En 1850, lors de la construction de l'église, la rue principale a été reconsidérée puisque c'était un sentier. Ça donnait lieu à des fouilles tout près du presbytère. On a retrouvé des sarcophages coquillés. Ces sarcophages étaient en calcaire dans lequel étaient incrustés des fossiles de coquilles, d'où leur nom. Ceci prouve que la commune du Châtelier, depuis très longtemps, dans l'ancien temps, était en relation avec les régions voisines, puisque le calcaire n'existe pas ici, c'est le granit. Et donc cette histoire est très ancienne et on s'est rattaché à la motte féodale, à cette époque très reculée. Si tu lis des ouvrages sur le néolithique, il t'explique qu'à cette époque-là, il faisait des farines de céréales grossières. D'abord, ça s'appelle une pierre à bassin, et ensuite, je pense que ça a servi pour des choses utiles, c'est-à-dire moudre les céréales. Bon, il faut bien se mettre dans l'idée que les céréales de l'époque n'étaient pas celles qu'on connaît maintenant, mais on recueillait notamment l'avoine, la faux avoine, et on mettait les grains dessus avec un galet, on pouvait les écraser et obtenir une farine un peu grossière mais qui servait à l'alimentation. Il y a une deuxième hypothèse qui appelle aussi cette pierre-là des pierres à sacrifice parce qu'on pouvait aussi sacrifier des animaux. Il y a d'ailleurs des choses étranges sur cette pierre qui n'ont pas été faites par la nature mais qui sont l'œuvre de l'homme. On voit ici un trou, on en voit 3 ici, on voit ici une petite rigole d'écoulement, donc il est fort possible qu'elle servait à des sacrifices animaux et des rituels de cette époque qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que le néolithique c'est environ 5000 ans. Et donc ça date de cette époque-là, c'est extraordinaire. Sur le canton du Coglais, on a une dizaine de pierres comme ça, il y en a pratiquement dans toutes les communes.
Nous voilà sur les captages d'eau de la ville de Rennes. Ici, vous avez donc un regard, un puits pour surveiller le souterrain, c'est-à-dire qu'un aqueduc a été creusé sur 42 km jusqu'à Cesson-Sévigné, où existe une cathédrale souterraine pour recueillir les eaux, puisque nous avons un débit de 25 000 m3 jour. À partir de 2 ruisseaux, la Loisance ici au Châtelier et la Minette à Saint-Hilaire-des-Landes, qui se rejoignent en fait à Mézières-sur-Couesnon, où il y a une station de pompage qui a été construite il y a quelques années. Au départ, le souterrain faisait donc 42 km avec une pente de 2 mm par mètre, et c'était des pierres sèches qui faisaient les drains, des pierres sèches de 30 cm par 30 cm, et les ouvriers agricoles ont creusé cet aqueduc souterrain pendant 2 ans, de 1872 à 1880, où ces captages ont été inaugurés par M. Lebastard, maire de Rennes à cette époque. La Loisance ici prend naissance à côté du château de Fretet, sur la commune du Châtelier, et donc elle participe à la fourniture d'eau à la ville de Rennes. C'est donc très important. Il y a un périmètre de protection qui a été mis tout autour des captages, et les agriculteurs du Châtelier, qui sont riverains avec ces puits, sont soumis à des contraintes très fortes au niveau environnement, puisqu'il ne faut pas de pollution par rapport à l'eau. Nous sommes ici à la grotte de la Foltière. Cette grotte est une grotte semi-naturelle, puisqu'il y avait originellement un grand rocher qui a été creusé, taillé, travaillé pour aboutir à cette grotte qui est dédiée à Marie, et elle donnait lieu à 2 grandes manifestations. D'abord au mois de mai, c'était la dévotion mariale, c'est-à-dire qu'on venait tous les mardis soirs. Moi quand j'étais enfant, je venais ici. On y récitait le chapelet, voire le rosaire, et surtout il y avait des chants. C'était au mois de mai, donc une belle température, la verdure était là, et il y avait des chants qui s'élevaient dans les bois. C'était magnifique, c'était des chants religieux évidemment. C'est le mois de Marie, c'est le mois de plus beau, et ainsi de suite. Et donc il y avait les gens des villages aux alentours qui venaient le soir pour faire la prière et faire les chants. Ça c'était tous les mardis du mois de mai. Et puis, à la mi-août, il y avait là la fête grandiose avec la procession, la croix et la bannière. Et il y avait les vêpres du dimanche qui étaient célébrées dans les bois. Le curé venait avec le Saint-Sacrement. Et puis, il y avait toute une procession qui était accompagnée par les hommes qui portaient justement croix et bannière. Et c'était très impressionnant de voir tout le cortège qui était sinueux là, à travers les bois et les allées du bois de la Foltière. Donc ça c'était au 15 août et c'était très fréquenté. Depuis, les gens entretiennent cette grotte assez régulièrement. On dit même qu'il y a eu un miracle, et il y a eu longtemps ici une paire de béquilles en bois. Elles ont fini par être mangées par les vers, mais on raconte que la personne qui marchait avec difficulté a été guérie et elle a laissé ses béquilles ici. Donc voilà, il y a une dévotion qui continue dans cette grotte. La roche au diable où nous sommes est un témoin de la ressource granitique de la commune du Châtelier et du canton de Saint-Brice et du canton de Louvigné. Il y avait dans ces communes de nombreux artisans granitiers qui étaient tout à fait leurs patrons à eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas forcément d'ouvriers, certains en avaient, mais ils extrayaient eux-mêmes le granit du sous-sol, comme des pierres qu'on voit ici pour la roche au diable. Mais par contre, la roche au diable qu'on voit ici, elle s'est fendue naturellement sous l'effet
du gel et de l'eau. Donc les blocs que vous voyez ici se sont fendus d'eux-mêmes. Ce ne sont pas les Picao qui ont travaillé là. Par contre, sur le Châtelier, il y avait 3 ou 4 carrières, des petites carrières d'extraction, et les Picao faisaient sauter les mines eux-mêmes. Ils faisaient donc des trous à la barre à mine avec un outil qu'on appelle la chante-perce. Ils faisaient un trou dans le granit, ils le bourraient de poudre et ensuite une mèche lente, et on faisait sauter les blocs de granit, on les faisait éclater pour pouvoir les extraire. Donc il y a de nombreuses carrières sur la commune qui témoignent de ce passé très riche, et les maisons ici sont construites en granit avec ce matériau qui est du pays absolument. Maintenant, le granit est en déclin dans le canton et à Louvigné aussi, parce qu'il a évolué vers le mortuaire à un moment donné, on faisait des pierres tombales, et puis avec l'arrivée du granit de la Chine, eh bien, le marché s'est effondré. Donc, sachons quand même que les pavés de Paris et les trottoirs, les bordures de trottoirs de nombreuses villes sont quand même faits avec du granit du Coglais et de Louvigné. Donc c'est une richesse du sous-sol de notre région. Sur votre chemin, si vous croisez une croix au chat, surtout ne vous arrêtez pas. À la pleine lune, les chats esquissent des danses de sortilèges. N'entrez surtout pas dans la danse, sinon ils vous jetteraient un sort. Au fait, Maurice, il n'y a pas que le bourg qui est intéressant au bourg du Châtelier, enfin au Châtelier. Il y a certains villages aussi, par exemple le Haut-Villiers. Le Haut-Villiers, c'est en fait un lieu important puisqu'il y avait la chapelle Saint-Maurice qui était rattachée au village templier de la Violette. Cette chapelle est en ruine actuellement et il y a bien sûr la salle de patronage qui s'appelle la salle Saint-Maurice. Il y a aussi Montgreffier aussi, il me semble. Alors Montgreffier, c'est une autre histoire. Montgreffier, c'était l'ancien bourg de Châtelier qui était là-haut en 1650. Le curé logeait là-bas, alors que le vicaire logeait sur la colline où on est actuellement là. C'était beaucoup plus central et les messes étaient dites effectivement à Montgreffier. On l'appelle d'ailleurs le vieux presbytère. D'accord. Moi je pense aussi à la Bataillère, un lieu quand même historique important. Effectivement, c'est un lieu très important, la Bataillère, parce que dès la fin du XIIe siècle, on parle de la Bataillère, puisque le baron Raoul II de Fougères a été défait par les Anglais au village de la Bataillère. Et plus tard, du temps des Chouans, en 1795, Dubois-Guy, qui était donc à Parigné, lui s'est fait, effectivement, a été battu, s'est fait démettre à ce village de la Bataillère, puisque les républicains ont battu les Chouans dans ce village encore. Il faut savoir que l'église n'a pas toujours été située sur ce piton-là, sur cette colline. Auparavant, elle se trouvait à Montgreffier. Il y avait donc le presbytère et une chapelle. C'était beaucoup plus centré par rapport à la commune. Mais après la Révolution, Montgreffier a été vendu. Et donc le bourg a changé d'endroit. Il est venu s'installer sur cette colline qui est beaucoup plus proche des communes voisines, Saint-Germain entre autres, et c'est beaucoup moins central.
À propos du statuaire, il y a donc 2 statues dans cette église qui sont un peu particulières. Les paroissiens avaient une dévotion particulière à Sainte-Anne, donc, dont la statue se trouve dans l'église. Et on a aussi ici la statue de Notre-Dame de Pomain, parce que Pomain se trouve à 20 km du Châtelier, donc c'est un lieu de pèlerinage célèbre dans la région. À propos de stalles, nous avons ici celle de la famille du marquis de Saint-Gilles du château de Fretet, et qui était réservée à cette famille pour assister à l'office du dimanche. Et on peut voir ici le blason de la famille de Saint-Gilles, dernier descendant de Du Guesclin. Le bas du bourg est orné d'une croix dite païenne, qui a la particularité mystérieuse de supporter un soleil à la place du Christ. En remontant vers l'église, on remarque une autre croix chrétienne traditionnelle, transférée là à la suite de sa découverte dans un champ de la commune. Nous sommes au Châtelier et il y a là sur la place un monument aux morts très particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, effectivement, ce monument a été découpé à l'emplacement où nous sommes et transporté sur des rondins de bois jusqu'à son emplacement actuel. Donc vous voyez un gros bloc de granit brut sur lequel on a taillé et inscrit le nom des gens qui sont morts à la guerre de 14 et celle de 39-45. Bonjour Alain, nous sommes ici sur le site du Parc Floral de Haute-Bretagne, sur la commune du Châtelier. Et pour moi, ça évoque des souvenirs d'enfance parce que c'était mon chemin d'école. J'habitais un petit peu en arrière du château et on traversait cette propriété pour se rendre au bourg, à l'école communale de l'époque. Donc voilà, ça a beaucoup changé, parce que cette propriété appartenait à la famille de Carcaradec du temps où moi je faisais ce trajet. Et depuis, tu as développé un projet assez somptueux dans ce site et j'aimerais bien que tu nous en fasses, si tu veux bien, le tracé. Bon, disons que je vais simplement évoquer ce sujet, si tu veux bien. Donc, qui a démarré il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, hein, en 1994. Et donc c'était une folie de vouloir concevoir un parc, des jardins. Oui. Bon, mais quand on aime la nature, on le fait avec plaisir. Hein. Oui, c'était une belle ambition quand même. Oh, je ne parlerai pas d'ambition, je dirais qu'effectivement j'avais ce souhait, effectivement, de faire partager à d'autres cet amour que j'ai pour les plantes, les végétaux. Oui, je crois que c'est une belle façon d'honorer ce site-là qui était quand même assez remarquable. Bon, il m'avait séduit aussi ce site, bien sûr, par le paysage environnant, par la présence du clocher du village, juste en face la demeure, le grand étang et tous ces boisements qui ceinturent le parc. Ah, si tu veux, Maurice, on va pouvoir entrer à l'intérieur. Volontiers. Nous venons de parler du parc, mais maintenant peut-être que tu peux, Alain,
nous faire l'historique de l'édifice? Oh, je peux simplement l'évoquer parce que je ne sais pas tout aussi. Alors, la construction date de 1836, le début de la construction. Et le propriétaire à l'époque est malheureusement décédé en 1838, c'est-à-dire 2 ans après le début de la construction. Alors, le bâtiment était hors d'eau, mais il n'était pas encore habitable. Et son fils, qui était mineur, donc, est rentré dans cette habitation en 1852 seulement. Ah oui. Et par rapport à la succession des différents propriétaires ou habitants, peux-tu nous parler un peu des familles qui se sont succédées? Oh, disons que la première famille, c'était la famille des Buffard. D'ailleurs, ils étaient souvent maires de la commune. Et ensuite, ça a été légué donc, à une des filles qui s'est mariée avec un de Carcaradec. Et donc, c'est passé au nom de Carcaradec. Parmi les personnalités du Châtelier, on a parlé de l'abbé Léonard, mais il y a aussi M. Michel qui a fait l'usine d'aliments du bétail. Oui. Effectivement, vous êtes ici en haut du bourg du Châtelier. Derrière moi, vous trouvez la maison de M. Michel, de la famille Michel. Il est né effectivement à début de la guerre en 1914. Donc il est né dans un petit village à l'est du Châtelier, le village qui s'appelait le Pérou. Là, il a fait sa scolarité au Châtelier, puis il a fait 1 an à Notre-Dame-des-Marais à Fougères. Et là, il a eu l'idée de commander par correspondance un couvoir afin de démarrer un élevage de poulets, puis également de lapins et bien après de cochons. Louis s'est procuré au bout d'un certain temps un broyeur pour broyer les céréales et fabriquer les aliments pour l'élevage qu'il avait mis en place en contrebas du bourg, juste derrière. Donc là a commencé, donc ça a permis à d'autres exploitants de faire la même chose, et donc Louis fabriquait les aliments et avec son cheval et son tombereau allait livrer chez ses paysans. Après le tombereau, donc il a dû se procurer un camion au gazogène pour effectuer ses livraisons. Et c'est là qu'il a dû, en 1950, directement monter une usine, et donc qui s'est développée. Et au bout d'un certain temps, cette usine se trouvant trop étroite et ne pouvant pas s'étendre, étant donné que tous les terrains qui se trouvaient autour étaient au châtelain, donc il ne pouvait pas agrandir l'usine. C'est là qu'il s'est expatrié sur la commune d'à côté, Saint-Germain-en-Cogle, sur un terrain familial. Donc l'historique, l'activité a commencé on se situe autour de 1947, hein, donc c'était l'association de 2 personnes, mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père qui était issu du monde agricole et qui avait fait des études en cours du soir sur un peu d'agronomie et d'élevage, et ma grand-mère qui était issue du monde du commerce et de l'épicerie, et donc au tout début qui avait commencé à mélanger des rations, on va dire, basiques pour soigner ou apporter des réponses à quelques problématiques en élevage, que ce soit en porc ou en poule pondeuse. Et puis petit à petit, ça a grandi. Donc au départ, ça avait commencé sur la place de l'église, là où était historiquement l'épicerie. Et puis en 1971, donc il y a eu la construction de l'usine sur le site ici à Saint-Germain-en-Cogle. On peut dire que c'était le passage de l'ère artisanale à l'ère industrielle du métier et de l'entreprise. À l'époque, l'entreprise était construite pour une production de 30 000 tonnes d'aliments par an.
Et aujourd'hui, sur le site, on est sur une capacité de production de quasiment 400 000 tonnes et on en produit 300 000 chaque année. Donc le développement s'est fait en accompagnement l'agriculture et l'élevage dans la région. En fait, au fur et à mesure de chaque exploitation avait un projet, soit en volaille, soit en porc, soit en ruminant, en vache laitière. Et avec l'évolution de l'alimentation de ces animaux, on s'est développé et en élargissant notre périmètre à environ 150 km autour du site ici à Saint-Germain-en-Cogle. Est-ce qu'on peut aborder aussi le côté employé, emploi Oui, tout à fait. Donc ici sur le site, on est à environ 120 personnes à travailler. On peut répartir les gens autour de 4 catégories. Il y a tout ce qui est lié à l'usine, donc les opérateurs en fabrication, la maintenance. Il y a tout ce qui est la livraison, les chauffeurs, livreurs, puisque nous avons notre propre flotte de camions et l'entretien de ces camions qui a lieu sur le site. Ensuite, il y a le personnel administratif pour la prise de commande, la facturation, la comptabilité. Un certain nombre d'ingénieurs encadrants aussi, que ce soit au niveau de chacun des services et des personnels qualité. Et enfin, le personnel de terrain, donc les commerciaux et les techniciens qui assurent l'accompagnement des éleveurs au quotidien pour le SAV ou le mode d'emploi de l'aliment et de l'élevage. Oui, c'est ça. Vous avez un suivi avec les éleveurs. Ça, c'est important aussi, je suppose. Oui, c'est quelque chose auquel on est très attaché. C'est vraiment le lien avec le terrain et le lien avec nos clients, en fait. Le client doit rester au centre de nos préoccupations. Et donc, on forme aussi des jeunes régulièrement pour continuer cet accompagnement terrain. Donc au fur et à mesure du développement de l'entreprise, les enfants de Louis et Armandine ont intégré l'entreprise et la transmission a eu lieu avec mon père et ses frères dans les années 80 dans un premier temps. Et ensuite, en 2009, avec mes deux frères, Joachim et Mathias, nous avons engagé la transmission pour la 3e génération. Et on s'est réparti les tâches avec mes frères, chacun intervenant sur un secteur d'activité. Joachim étant pilotant toute la partie volaille, Mathias toute la partie porc et assurant la présidence de l'entreprise, et moi sur la partie ruminant et la partie administration, finance de l'entreprise. Ce qui nous permet d'être complémentaires les uns des autres pour continuer à assurer le développement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on produit 300 000 tonnes sur le site, la moitié en volaille, et après l'autre moitié, on va dire un quart en porc et un quart en ruminant. Nous sommes aussi présents dans les filières de production, notamment en volaille, où au-delà de la nutrition des animaux, nous avons aussi une fonction d'organisation de production, c'est-à-dire nous sommes l'interface entre l'éleveur et l'abattoir. Nous assurons un débouché pour l'éleveur pour ses animaux et nous assurons l'approvisionnement des abattoirs en fonction de leurs besoins, que ce soit en termes de différentes espèces, de différents cahiers des charges ou de la saisonnalité. Et ainsi, nous sommes présents aussi bien sur des productions standards, mais également sur des productions dites certifiées avec des cahiers des charges type non-OGM, qui peuvent être aussi bleu blanc cœur, qui peuvent être aussi maintenant sur des cahiers des charges bio également. On a pas mal grandi ces derniers temps. Après, on reste très attaché à notre implantation sur le territoire et le Châtelier Saint-Germain. C'est pour ça depuis quelques années, on investit régulièrement et on a des nouveaux projets. On a construit une nouvelle tour de fabrication cette année qu'on a mis en route au mois d'octobre 2020, qui augmente justement de 100 000 tonnes notre capacité de production. Et on a également un projet de construction qui devrait commencer l'année prochaine. C'est plus qu'un projet d'ailleurs, c'est en cours de finalisation sur une unité de production dédiée aux productions biologiques, à l'agriculture biologique, pour accompagner notamment une production d'œufs biologiques qu'on a mis en place en contrat avec des éleveurs de la région. Et voilà, donc pour continuer à se développer, mais en gardant notre ancrage sur le territoire Saint-Germain-le-Châtelier, parce que c'est nos racines.